Donc, je m'appelle Julien Dubois, je bosse chez Microsoft depuis 6 mois maintenant, un peu plus de 6 mois. Je suis cloud développeur advocate chez Microsoft, donc je travaille dans l'équipe Azure pour, on va dire, le support de Java et de Spring sur Azure. Donc, je fais beaucoup de Java et de Spring chez Microsoft, parce qu'aujourd'hui, Microsoft est une société qui change et qui investit beaucoup sur Java et sur Spring en particulier. Donc ça, c'est mon job de tous les jours. Et à côté de ça, je suis à l'origine d'un projet qui s'appelle JHipster, que j'ai créé et que je continue j'aime pas le terme diriger, donc je suis toujours le principal développeur, enfin l'un des principaux développeurs. Ça fait environ 6 ans maintenant qu'on a démarré, et j'étais venu codeur en scène, donc au tout début pour présenter le projet. J'étais pas revenu depuis, donc je suis content de revenir pour présenter le projet. Alors, l'idée d'aujourd'hui, comme le temps est court, c'est de faire plutôt une initiation à JHipster. On va voir la dernière version qu'on a réalisée hier, si je ne me trompe pas, parce qu'on avait des petits bugs et on fait toujours des releases juste avant les présentations, parce que c'est plus rigolo. Ceci, donc, c'est une introduction générale. D'abord, juste un petit lever de main. Qui fait du JHipster ici? Il y a toute l'équipe Beer Studio, bien sûr. Je suppose que la plupart d'entre vous fait du Java ou du Spring Boot. Qui fait du Spring Boot ici? Ouais, il y a pas mal de monde. Ok, oui, ça c'est. Et alors, ouais, côté front, on va voir après côté front, parce que JHipster a beaucoup d'options. Donc JHipster, c'est un projet qui est entièrement open source, entièrement géré par la communauté. Ça, c'est notre site web. Oui, donc l'URL, c'est jhipster.tech. Aujourd'hui, qu'on peut voir sur nos stats, on est à plus de 120 000 installations au cours des 30 derniers jours, donc on a quand même beaucoup d'utilisateurs. On a plus de 15 000 étoiles sur GitHub, donc c'est l'un des plus gros projets Java sur GitHub aujourd'hui. Et on a plus de 500 contributeurs. Alors là, ce n'est pas le chiffre exact, pour être franc, c'est hard-codé, parce qu'en fait, on a trop de contributeurs et il faut paginer avec l'API GitHub. On va voir le vrai chiffre tout de suite. On en est à 530 sur le projet principal. Après, on a plein de sous-projets. Donc au global, on doit être, je ne sais pas combien, 700, 800 contributeurs. Donc c'est un projet qui est totalement open source, très collaboratif. Et moi, l'un des buts aussi aujourd'hui, c'est alors de vous convaincre d'utiliser le projet, mais aussi de vous convaincre de participer au projet. On est ravis d'avoir des nouveaux contributeurs. Le projet marche que grâce aux contributeurs. Donc, si ça vous intéresse, écoutez, je serais ravi déjà de faire une petite présentation là, mais aussi d'en parler après et d'accueillir de nouveaux contributeurs au projet. Ensuite, déjà, JHipster, qu'est-ce que ça fait? Parce que je parle de stats, mais je ne parle pas du but du projet. Le but du projet, c'est de vous aider à générer une application full stack. Alors, je mets des guillemets sur full stack, je vais définir ça après. Donc un projet full stack en un minimum de temps, avec un système de templates et de questions-réponses. Alors déjà, quand on a dit full stack, on parle de back, donc ça inclut Java et Spring Boot, mais ça inclut même les bases de données. On supporte plein de bases de données différentes. Ça inclut aussi du front, donc du Angular, du React, du Vue. Mais ça inclut aussi de la prod, je ne sais pas, du Docker, du Azure. C'est mon employeur. Ça inclut des tests. Donc on a quelque chose, on a une vision qui est très complète. On essaie d'avoir une vision de bout en bout sur le projet. Et l'idée est de vous aider à générer ce projet avec un certain nombre de bonnes pratiques. Il y a toujours évidemment des discussions très longues sur les bonnes pratiques parmi tous les développeurs. Nous, je dirais, c'est très collégial. Voilà, on a plus de 500 personnes, on a beaucoup de gens qui participent. Évidemment, on utilise beaucoup les bonnes pratiques des différentes communautés avec qui on travaille. Par exemple, quand on fait du Spring, on essaie de suivre les bonnes pratiques de la communauté Spring. Quand on fait du Angular, on essaie de suivre Angular, etc., etc. Et on essaie d'avoir quelque chose d'aussi cohérent. C'est plutôt ça, en fait, la difficulté chez nous. C'est d'avoir quelque chose de cohérent entre ces différentes technologies et communautés qui, elles-mêmes, ne sont pas forcément cohérentes entre eux. Après, c'est tout le problème de l'intégration. Et c'est principalement ce qu'on essaie de résoudre sur JHipster. Le plus simple, je pense, c'est de commencer par une petite démo. Alors, comme j'ai vu que j'ai des soucis de clavier, je vais pas prendre de risque. On va faire un truc en ligne. Alors, JHipster, à la base, c'est une ligne de commande. Attendez, ça doit quand même marcher, la ligne de commande. Si je fais JHipster -help, voilà, c'est une ligne de commande qui s'installe, on peut tout faire à la main. Ah oui, et en fait, ça, c'est les réseaux qui déconnent maintenant. Voilà. Je sens que ça va être sympa aujourd'hui. Donc, on a une ligne de commande, on peut tout faire en commande. L'idée, c'est de scripter. Après, pour
des gens qui débutent, et en particulier d'ailleurs pour l'introduction comme aujourd'hui. On a aussi une version en ligne, qui est une version simplifiée, mais qui est très bien pour débuter, et puis d'ailleurs qui est très bien pour une démo, c'est peut-être même plus graphique. En fait, on va avoir les mêmes options, simplement elles vont être, enfin pas les mêmes, il y en a un petit peu moins, on a mis les options les plus stables, et elles vont être un petit peu facilitées, parce que, alors, ça dépend des gens. Moi, je trouve qu'une interface web comme ça me donne plus de visibilité qu'une ligne de commande. Il y a des gens qui pensent l'inverse, que la ligne de commande est plus puissante. Après, je trouve que pour une démo comme ça, je dirais au tableau, c'est mieux d'avoir un formulaire web. Donc, je vais générer une petite application, on va regarder ce qui est généré, et puis on va voir comment je travaille avec. On va voir que Gipster ne fait pas que me générer du code, il va me configurer mes outils, il va me configurer mes tests, et on va essayer de voir tout ça en live. La première chose que je vais faire, déjà, donc je vais générer mon appli. On peut soit, attendez, je vais tout en bas, soit télécharger l'application toute faite sous forme de fichier zip, soit carrément la mettre sur GitHub ou GitLab. Je vais la faire sur GitHub, parce que ça me paraît plus simple à faire. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin de cette presse, comme ça sur GitHub, vous y aurez accès. J'aime bien, je pense que la vidéo sera postée ensuite sur YouTube, j'aime bien rajouter dans les commentaires YouTube, et voilà le code qui était généré. Comme ça, les gens, ils peuvent regarder, ils voient tout ce qui a été fait. Comme tout est, il y a des commits, etc., on voit bien ce que je fais. Je trouve ça plus sympa. Donc on va l'appeler codeur en scène. C'est un peu long, codeur en scène, on va faire codeur 2019. Et ça sera mon repo, ça sera jdubois/codeur 2019. Gipster propose de faire plusieurs types d'applications. Alors vous voyez, là pareil, sur l'interface web, on fait des recommandations, mais vous voyez par défaut les plus simples, vous voyez bien en gros, ça c'est recommandé, c'est plus simple. Il y a en fait deux gros choix, soit vous faites une stack microservices, ou vous faites des monolithes. Donc on a un support complet des microservices qui est très riche, qui est très complexe. Après, sur une démo de 45 minutes, c'est un petit peu court pour voir tout ça. Je vais rester sur le monolithe qui est plus simple. Ce qu'il faut plutôt comprendre dans ce que fait Gipster, c'est que si vous faites un monolithe, donc tout est dans la même application, le back, le front, etc. Alors il y a des options si vous voulez faire que du back, que du front, mais de base, l'idée c'est que tout soit à l'intérieur du même monolithe. Si vous faites des microservices, c'est explosé en plusieurs services, et il y a une ou plusieurs gateways qui sont là pour les agréger. Donc c'est simplement un pattern d'architecture différent. Maintenant, au niveau de Gipster, on ne va pas vous générer les applications au même endroit, mais à part ça, c'est la même chose. Donc au niveau de Gipster, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est d'ailleurs l'un des intérêts de la chose, c'est que vous avez une grande cohérence dans Gipster, dans les différentes applications qu'on génère, quels que soient les styles d'architecture, les bases de données, les frameworks front. On va avoir les mêmes structures de répertoire, les mêmes noms de commandes, ce qui permet à des équipes différentes de pouvoir travailler ensemble plus facilement. Si vous changez d'équipe, et que vous faites un monolithe avec du Angular et du MySQL, vous allez sur une équipe qui fait du microservice avec du MongoDB, voilà, un truc complètement différent. Quand vous allez arriver, les commandes seront les mêmes, les répertoires seront les mêmes, ce sera facile pour vous de passer d'un projet à l'autre. On a beaucoup d'entreprises qui aiment bien ça, parce que ça donne une cohérence dans leur projet. Oui, j'ai oublié de montrer une autre stat que j'aime bien, les compagnies qui utilisent Gipster. Donc ça, c'est ceux qui nous ont contactés, on va dire celles qui sont un peu officielles. On a aujourd'hui 300 entreprises qui utilisent officiellement Gipster. Il y en a certaines que j'ai mis en avant parce que c'est des grosses boîtes ou parce que, je sais pas, comme le CERN, je trouve ça sympa, donc on les met en avant. Ou le Conseil d'État, je trouve ça rigolo qu'il y ait le Conseil d'État. En tout cas, on a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent de manière importante. Parmi ces entreprises, il y en a aussi qui nous sponsorisent. C'est vrai que j'avais oublié de monter les sponsors. On a des sponsors Gold, Silver et beaucoup de bronze actuellement. Je ne sais pas pourquoi, il y en a plein qui arrivent. On est même sponsorisé par The Pirate Bay. Je trouve ça... c'est n'importe quoi. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Après, ils nous donnent de l'argent, donc on est content. On arrive aujourd'hui à un budget de sponsoring qui est proche de 50 000 $ par an. Donc c'est déjà un bon budget. J'en profite pour dire, ce budget, on ne le met pas dans la poche. Hein. C'est un budget qu'on utilise pour deux choses principales, payer les frais du projet, qui ne sont pas forcément grand-chose. Hein. Je ne sais pas le nom de domaine, hein, ça m'a coûté, je sais plus, 50 € pour 10 ans, donc ce n'est pas des gros frais, ça. Et payer aussi des bug bounty. Donc en fait, si vous voulez contribuer au projet, c'est à nouveau mon truc sur la contribution, il y a certains tickets qui sont marqués avec des bug bounty de 100, 200, 300, 500 $. Et si vous faites le ticket, vous faites une pull request qui est acceptée, ben vous avez l'argent. Je ne sais pas si c'est entièrement légal, c'est déclaré au fisc, etc. On a tout un système, c'est très poussé. Mais le projet fonctionne aussi grâce aux entreprises qui utilisent et qui sponsorisent. Et nous, derrière, on utilise l'argent, j'allais dire, de la meilleure manière possible.
pour pousser le projet en avant. En particulier, ça passe par des bug bounty pour pousser une fonctionnalité. Je ne sais pas, je vais prendre la prochaine fonction. Enfin, je ne sais pas les bases de données ici, une nouvelle base de données qu'on aurait poussée. Personne n'est très motivé, on va mettre un bug bounty dessus et ça va probablement faire avancer le projet. Ou on a une faille de sécurité, tiens, je suis bête là, ça c'est bien plus sérieux. Imaginez, c'est déjà arrivé, on a une faille de sécurité sur JWT, l'algorithme, je sais pas, quelqu'un a trouvé une faille, on veut le corriger très vite. Bon, on est beaucoup, on est tous très motivés, mais ce soir-là, personne n'est dispo. On va mettre $500 dessus, et il y a de bonnes chances que ce soit corrigé plus vite. Donc, voilà, donc le projet marche aussi grâce aux entreprises derrière qui l'utilisent et qui contribuent soit en personnes, hein, des gens qui codent sur le projet, soit en argent. Voilà, donc je vais avancer un tout petit peu sur mon projet. Donc je fais un projet, j'allais dire de base, je vais rester sur l'authentification avec JWT. Les autres options, surtout la deuxième option qui est importante, c'est OpenID Connect. Beaucoup de gens aiment bien OpenID Connect. En termes de base de données, on supporte beaucoup de choses. La plupart des gens sont soit sur du SQL, soit sur du MongoDB. Et sur SQL, on a toutes les grosses bases de données SQL, même Oracle. D'ailleurs, il faut que j'enlève cette petite note. Vous savez que les drives Oracle sont maintenant disponibles sur Maven Central. Donc ça simplifie l'utilisation d'Oracle aujourd'hui. Pas que j'aime mis Oracle, mais bon, il y a des gens qui sont forcés. Et à partir du moment où vous prenez une base de données, oui, une petite chose que... Attendez, je fais exprès de changer des options. Vous voyez, les choses changent ici. En fait, si je prends une base de données SQL, Gipster sait que vous allez faire du Hibernate pour stocker vos données. Donc, il vous propose d'utiliser un cache. Donc, on a plusieurs systèmes de cache. Si vous choisissez un MongoDB qui n'a pas Hibernate, forcément, vous n'aurez pas les mêmes options. En fait, Gipster, c'est un arbre de décision où, suivant les options que vous prenez, d'autres options vont apparaître ou disparaître. Et on essaie d'être logique et malin dans nos propositions. Voilà, je vais utiliser le cache de second niveau Hibernate, oui. Je vais passer un petit peu sur les options. On a énormément d'options, je vais aux plus importantes. Mis à part les options back, côté front, on a aujourd'hui, alors on a Angular et React qui sont officiels. On a Vue.js qui en réalité marche, mais qu'on n'a pas encore 100% intégré dans le cœur du projet, donc il n'est pas là, parce que c'est la version niveau web qui est un peu simplifiée. On a un gros travail sur l'internationalisation. Je vais mettre non, parce que pour une démo, c'est plus simple de ne pas avoir toutes les langues. Et sur les tests, on a aussi un gros travail. Alors, on vous fournit par défaut une suite de tests pour Java avec JUnit et pour la partie front avec Karma. Donc, vous avez choisi Angular, React ou Vue, on vous fait une suite de tests. Tout ça, c'est des tests unitaires, parce qu'on considère que les tests unitaires, vous les voudrez quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose. Après, on propose de générer aussi d'autres types de tests. Typiquement, moi, j'aime bien Protractor, parce que pour une démo, c'est sympa. Donc, c'est quelque chose qui va cliquer à ma place et faire des tests end-to-end sur mon application. Donc, pour une démo, c'est sympathique. Donc, c'est partie des nombreuses options qu'on propose. Je précise qu'évidemment, on peut tout choisir, mais si vous choisissez tout, au bout d'un moment, vous passez tout votre temps à faire que des tests. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous propose plein d'options qu'il faut tout cliquer non plus. Et aussi, donc ça, c'est le projet principal. On a une marketplace. Je vais aller là. On a dessous, tout en bas, les principaux composants de la marketplace. On a, je ne sais même plus combien de modules. On a énormément de gens qui contribuent à des modules supplémentaires à Gipster, donc qui vont vous donner des options en plus. Par exemple, si vous voulez faire... vous voyez Vue.js, tout le monde veut Vue.js, bien sûr. Tiens, il y a des gens qui ont fait une version de Gipster en Kotlin, donc vous pouvez choisir Kotlin, et ça va, au lieu de vous générer le projet en Java, ça va vous générer avec Kotlin. Vue.js, c'est la même chose. Donc ça, c'est des modules externes qu'on peut rajouter, qui sont parfois faits par l'équipe Gipster, hein, c'est le cas de celui-là, des fois qui sont faits par des gens indépendants. C'est une manière aussi de contribuer au projet. Hein. Si ces modules-là fonctionnent bien, généralement, après, ils se retrouvent fusionnés dans le projet principal. Après, ça fait partie des choix, des fois, à faire pour le projet. Donc, je générais mon projet, donc je le génère sur GitHub. Ah oui, alors j'ai oublié Gipster Online, donc c'est start.gipster.tech, c'est open source, c'est gratuit. Remarquez, les deux termes sont importants. Donc c'est gratuit dans le sens où vous pouvez aller dessus et l'utiliser comme vous voulez. C'est open source, c'est-à-dire que vous pouvez le cloner et l'installer dans votre entreprise. Il y a pas mal d'entreprises qui le font et qui le modifient. Donc là, on va voir, ça va me générer une application Gipster, j'allais dire classique. Votre entreprise, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir la bannière Gipster et le footer Gipster, vous voulez peut-être une bannière et un footer avec le nom de votre boîte. Je prends un exemple le plus commun possible. Hein. Donc généralement, ces gens-là vont cloner Gipster Online et changer des choses. Vous êtes le bienvenu à le faire, il y a plein de gens qui le font. C'est l'intérêt de l'open source.
Donc voilà, ça va générer un projet sur GitHub. Je vais me le cloner. Hop. Et on va l'ouvrir avec IntelliJ. En fait, j'ai une autocomplétion qui ne marche pas très bien, je suis en train de me rendre compte. C'est pas grave, on va l'ouvrir comme ça. Hop. Workspace, Coder. Première chose qu'on va voir, c'est que Gipster ne m'a pas généré que du code. Il m'a aussi généré pas mal de fichiers de configuration, ce qui fait que mon IDE va automatiquement se configurer. Alors c'est vrai pour tous les grands IDE, hein, c'est-à-dire que ça marche pareil sous Eclipse, sous Visual Studio, même NetBeans. Alors je n'utilise pas NetBeans, mais je sais que des gens le font. Typiquement, typiquement, on va vous générer, on voit ici, il y a des petits points, par exemple git attribute, git ignore, des points prétieurs, etc. On va vous générer de la configuration qui va être comprise par des plugins de votre IDE ou par votre IDE lui-même, qui fait qu'il va s'auto-configurer pour comprendre votre application. On voit d'ailleurs, là déjà, IntelliJ a compris que c'était un projet Java, Spring, Maven, il m'a déjà tout proposé, j'ai qu'à cliquer et mon projet va déjà démarrer. Et j'ai rien fait du tout, vous avez vu, je l'ai juste cloné. Donc ça, c'est l'un des intérêts du projet, c'est qu'on vous a tout préparé et que du coup, vous allez pouvoir bosser de manière efficace dès le début sans rien faire. Vous voyez, je bois mon autre temps tranquille. Donc là, j'ai démarré mon serveur Java, donc ça m'a lancé une application Spring Boot. Je propose déjà de voir un petit peu ce qui est généré en Java, enfin de regarder le code, et après on va voir l'application en elle-même. Donc, c'est un projet Maven. Ah oui, alors j'ai un pom.xml ici. On a aussi l'option de faire du Gradle. Ça marche à peu près aussi bien en Maven et en Gradle. C'est assez similaire par rapport à Gipster. Donc, on va générer un projet Maven avec un certain nombre de propriétés et de dépendances. Bon, je vais passer sur Maven, je pense que tout le monde connaît. Et on a une structure de projet Maven, typiquement GSRC, main, Java. Alors, je vais dans les trucs principaux. Hein. Et dans Java, on vous a généré un certain nombre de classes. Alors, je suis allé sur la classe principale, c'est une application Spring Boot, c'est Spring Boot application. On a configuré, je ne sais pas, le logger, on a configuré quelques trucs. Et à part ça, on a fait, sur ce premier projet, c'est plus un squelette. Donc ce projet-là va avoir essentiellement la configuration, typiquement la sécurité. Si je vais ici dans Security Configuration, j'ai une configuration Spring Security spécifique. Tout à l'heure, j'avais choisi JWT, donc j'ai une configuration avec JSON Web Token. On va vous avoir configuré, je ne sais pas, Jackson pour faire du JSON. On a tout un travail là-dessus pour améliorer les perfs, avec quelque chose qui s'appelle Afterburner, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une configuration prédéfinie pour votre projet, avec essentiellement de la sécurité, du log, des petites astuces de perf. Mais j'allais dire pas plus que ça, ce qui fait que si je vais sur mon projet ici, alors je vais aller sur 8080. Je vais avoir une page d'erreur, je le dis avant de cliquer, parce que sinon les gens croient que je suis surpris par la page d'erreur. C'est volontaire. Là, j'ai généré que le back. Donc j'ai un back qui tourne, je n'ai pas encore travaillé sur mon front. On voit aussi, c'est pour ça que je voulais le montrer, une des idées avec Gipster, c'est qu'on fait tout pour vous aider. C'est-à-dire que même quand vous ratez, il y a des pages d'erreur qui sont là qui vous disent « Ah, vous êtes raté ». Voilà certainement ce que vous avez mal fait. On essaie de vous aider tout du long pour que ce soit le plus simple possible. Alors, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas lancé mon front. Donc, par défaut, sur Gipster, on a un front. Ce n'est pas une obligation. J'ai beaucoup de gens qui me posent la question. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement j'allais dire le fonctionnement par défaut. Donc là, mon front est fait avec, là j'ai choisi par défaut, c'est Angular, donc c'est en TypeScript avec Angular, et NPM pour tout installer. Donc là, j'ai fait NPM install pour installer mes packages NPM. Ça va dépendre du réseau. C'est la seule partie de cette démo où on dépend fortement du réseau. Donc là, on prie pour que le Wi-Fi marche bien, mais ça a l'air d'être bien parti. Et attendez, le temps qu'il installe, on va voir ce que ça a généré à côté. Donc, ça m'a généré un projet Java. Ça m'a généré dans Web App ici un projet TypeScript Angular qui est ici. Si je vais dans app, on peut voir que j'ai, je ne sais pas, dans main, on peut voir qu'on a, on va dire, une configuration Angular classique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec un certain nombre d'écrans Angular qui sont prédéfinis. Alors, ça va être comme pour le côté Java, je vais avoir des écrans, c'est un squelette d'application, donc ça va être des écrans, par exemple, la homepage, pour vous dire bienvenue, ou des écrans qui correspondent à la sécurité.
Tiens, voilà, je suis l'utilisateur, je voudrais me logouter, changer mon mot de passe. Voilà. C'est essentiellement des écrans, pareil, utilitaires dans le cadre d'un squelette d'application vide. Donc ça m'a installé npm. Je vais lancer maintenant, je vais faire npm show npm script. Je vais faire npm start. Voilà. Là, si vous faites du Angular, c'est du grand classique Angular, je ne fais rien de particulier. Et si j'avais choisi React ou Vue.js, c'est les mêmes commandes, simplement, ce n'est pas la même technologie derrière, mais l'intérêt aussi, c'est que ce soit les mêmes commandes et que c'est la même tête. Pareil, pour entre équipes différentes, on puisse se communiquer. Donc là, ça va me lancer une application Angular en mode dev. On va voir après qu'on a aussi un mode prod dans Gipster. Là, ce que je fais depuis le début, c'est une vision pure dev, c'est-à-dire que tout va être fait pour qu'en tant que développeur, ce soit facile pour moi de développer. Donc j'ai des pages d'aide tout le temps, j'ai du hot reload, on va voir rapidement, et voilà, typiquement, j'ai un navigateur qui est géré par... alors, c'était généré par Gipster, mais derrière, on a Webpack, entre autres, pour builder l'application, et puis pour nous faire du hot reload. Donc, je vais me loguer, parce que c'est quand même plus sympa quand on est logué. On va voir ce qu'on a généré. Oui, un petit truc marrant sur les logos, au fait. Le logo est aléatoire, on a 4 logos aujourd'hui. Donc là, pareil, j'avais l'une des demoiselles. Si je restarte, j'ai pas de chance, on tombe tout le temps sur là, on est retombé sur lui. Voilà, on a 4 logos. On va essayer d'en avoir plus. C'est dans la vision d'être plus divers et inclusif sur Gipster. On va essayer d'avoir des logos qui correspondent à tout le monde. Et on va encore travailler là-dessus cette année. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas le même logo tout le temps, c'est normal. Si vous faites la démo, vous avez une chance sur 4 d'avoir le même logo que moi. Et donc mon application ici, c'est une application qui est à nouveau surtout un squelette. Donc j'ai une home page. J'ai des écrans pour gérer mon mot de passe, login, logout. J'ai des écrans d'admin. Ça, généralement, les gens les aiment bien. Par exemple, je peux voir les métriques de mon application. Alors ça, c'est les métriques de Spring Boot, en fait. Donc si vous connaissez Micrometer, ça vient de Micrometer. Donc on a instrumenté toute l'application. On peut voir les perfs des différentes parties de l'application. Je peux, je sais pas, voir... tiens, ça, c'est l'health check de Spring Boot aussi. Je peux voir, je sais pas, ma base de données. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Et aussi, j'ai accès ici à quelque chose de sympa qui s'appelle Swagger, et je vais avoir accès à l'API REST de mon application back. Généralement, quand vous développez sur Gipster, c'est quelque chose que vous utilisez pas mal, c'est-à-dire que c'est en gros le contrat entre les gens qui font du back et du front. Donc on a une vision full stack. Moi, j'aime bien, au niveau perso, faire à la fois le front et le back. Après, on ne va pas se mentir, dans les boîtes, il y a des fois des gens qui font plus de back et des gens qui font plus de front. En gros, les gens qui font du back vont exposer ici automatiquement leurs API, et les gens qui font du front vont voir le contrat ici, vont pouvoir jouer avec. On va voir comment ça fonctionne, parce qu'on va en créer rapidement tout à l'heure. Et à part ça, oui, alors j'ai celui-là qui est volontairement vide, parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait de métier, on va en faire juste après. Oui, je parlais expérience développeur. Là, on a une explication Spring Boot donc qui fait du hot reload. Je vais le montrer juste après, parce que ça va être facile à montrer après. Je voudrais juste montrer le hot reload aussi côté front. Donc on a du hot reload côté back et côté front. Côté front, c'est plus simple de le faire ici à la main. Donc vous voyez, j'avais lui fait welcome. On va faire, je sais pas, bonjour. Et en fait, dès que je sauvegarde, vous voyez ici, j'ai TypeScript-compile. Et j'ai mon appli qui s'est automatiquement mise à jour. Donc quand je suis développeur, l'idée c'est que j'ai 2 écrans et que dès que je code, dès que je sauvegarde, ça se met à jour tout seul. Et on utilise aussi une application qui s'appelle BrowserSync pour synchroniser plusieurs écrans de l'application. Donc en fait, l'idée c'est que là je suis sur un téléphone, je teste sur mon téléphone. Là je teste sur mon application desktop. Et en fait quand je clique, ça va synchroniser mes clics, ça va synchroniser ce que je tape, etc. Donc ça, c'est sympa pour développer. Donc ça, c'est toujours la vision développeur, c'est-à-dire que tout va se mettre à jour, tout va être synchronisé, tout va être très sympa pour moi en tant que développeur. On verra après, pour la prod, on a évidemment la vision inverse. Pour l'instant, j'ai montré un squelette d'application. Ah oui, si, je voulais juste montrer aussi les tests. Alors, comme le temps va vite, on va dire, faites-moi confiance, il y a les tests Unit ici qui marchent pour le Java. J'ai des tests Karma ici pour le JavaScript qui fonctionnent. Le plus sympa, c'est pour ça que je vais faire que la partie test sympa, c'est les tests end-to-end avec Protractor, qui sont, j'ai dit que je ne cliquais pas trop, alors du coup, voilà, ici. Donc ça, ce que ça va lancer, c'est un navigateur Chrome géré par Protractor, et qui va venir cliquer à ma place sur l'application.
et qui va vérifier les différents écrans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un intégration complet parce que ça fait du back, du front, ça tape sur la base de données, donc on sait que là, l'ensemble de l'application fonctionne. Donc ça, c'est très sympa. Et c'est plus sympa qu'une démo de Gminit, hein. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'est déjà fini? Eh ben, écoutez... Ah, ou à moins que ça ait raté. Ah oui, ah ben non, attendez, ça, je l'ai pas fait exprès. J'aurais voulu faire une démo, j'aurais pas fait mieux. Ça a raté parce que le mot de bienvenue, c'est welcome, c'est bonjour et pas welcome. Vous vous souvenez, c'est ce que j'ai changé tout à l'heure. Comme quoi, on voit bien que tout est testé. C'est une super démo, ça, tiens. Je note pour refaire le prochain coup. Donc on voit effectivement que mes tests correspondent à mon code et que là, j'ai cassé un test en mettant bonjour au lieu de welcome. Donc là, j'ai une application, tout est prêt pour bosser, mais pour l'instant, ça reste un squelette. La deuxième chose que les gens aiment beaucoup sur Gipster, je réessaye, voilà, c'est quelque chose qu'on appelle le JDL. Alors, on a des tonnes d'autres options intéressantes, mais celle-là, je pense que c'est la plus intéressante, c'est pour ça que je vais pousser dessus aujourd'hui. C'est sympa d'avoir un squelette d'application et d'avoir tous les outils pour bosser. C'est plus sympa qu'on vous aide à faire du métier. L'idée sur Gipster ici, c'est qu'on a notre propre langage spécifique à Gipster, donc c'est un domaine spécifique language, qui est relativement simple. On voit que j'ai fait le même truc à Devox, je vais l'appeler codeur à la place. On n'a rien vu. Je ne fais pas tout le temps la même démo. Donc on voit ici que typiquement, j'ai une application, alors ça ressemble un peu à l'UML, je pense que tout le monde voit à peu près comment ce qu'on veut faire ici. On va voir ce qu'on appelle des entités, et là j'ai un exemple d'application. Donc ça, il y a des dizaines de milliers de personnes. Attendez, on va faire les stats officielles. Sur Gipster Online, donc sur ma partie en ligne, on en est à 27 000 JDL, donc comme ça fichiers qui ont été faits, donc certains qui sont très très complexes avec des centaines de tables. Ça, c'est juste ceux qui sont en ligne. Il y a beaucoup de gens aussi qui font ça dans leur boîte, hein, qui ne mettent pas ça en ligne. Donc c'est quelque chose qui est très 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 utilisé et qui peut être très complexe. Et là, en fait, quand je crée, par exemple, une catégorie, donc vous voyez, j'ai rajouté codeur 2019, ce qui se passe dedans, c'est que je vais générer la table en base de données qui correspond à cette entité. Ah oui, je peux mettre aussi un peu de règles, je vais mettre required. Donc là, dans ma table, ce champ sera obligatoire dans le champ, il sera note nulle. On va générer le code Java par-dessus, donc avec Hibernate et JPA pour faire des requêtes. On va générer les requêtes, enfin les endpoint Spring MVC REST pour exposer ça à l'extérieur. On va générer le code Angular pour présenter tout ça. Tout va être exposé via Swagger, donc ce que j'ai vu tout à l'heure. Et on va aussi générer les tests de Gminit, Karma et Protractor pour tester tout ça. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très complet. Donc là, l'idée, c'est que les gens, en fait, génèrent comme ça quelque chose qui ressemble, je dirais, à leur application finale. Alors ça reste du crude, hein. Donc on va juste vous générer des méthodes create, get, update et delete. Maintenant, à vous après de prendre ces squelettes et les modifier pour que ça corresponde à votre métier. Mais l'idée, c'est qu'on vous a déjà considérablement facilité la tâche. Alors, codeur 2019, voilà, c'est là. Donc là, je vais dire à Gipster Online, toutes ces entités qu'on vient de créer, tu me fais une pull request sur mon projet et tu me les génères. Donc ça génère pas mal de code, hein, ce qu'on a dit, on a de la base de données, du Java, du TypeScript, des tests. Donc c'est quelque chose qui est assez complet. On va voir que ça va faire pas mal de fichiers. Et comme le temps est court, on va les merger tout de suite, on va faire confiance. Voilà, on voit que ça m'a rajouté mon modèle, et que ça m'a généré les entités, et que ça m'a fait une pull request avec un lien vers mon projet. Donc je vais la merger direct. On va directement voir dans l'appli ce qui se passe. Attendez, je ne vais même pas embêter, je vais faire git pull ici. Comme ça, je chope le code direct. On n'est pas embêté. Alors déjà, un truc marrant. Mais mon projet était là. Donc ça, c'est le projet que j'avais généré tout à l'heure. Vous avez vu, il vient de se rafraîchir. Comme je viens de choper le code et que j'ai dû autre reload, ça s'est mis à jour. Donc j'ai déjà mon code qui est prêt, qui est déjà là. Simplement, je n'ai pas redémarré mon back encore. Donc j'ai les écrans, mais on voit qu'ils n'arrivent pas à taper sur le back. Et ici sur le back, pareil, j'ai dû autre reload avec Spring Boot. Donc il suffit que je compile. Alors j'aurais pu faire une compilation automatique, hein, c'est histoire de montrer comment ça fonctionne. Dès que je compile mon code, Spring Boot va me redémarrer automatiquement mon serveur. Il est où Spring Boot? Il est là. Ah, il n'a pas été content. Eh bien, écoutez, un petit bug. J'ai redémarré, je ne sais pas si c'est là ou d'avant. Donc normalement, Spring Boot redémarre automatiquement, je ne sais pas, en 2 secondes.
Je n'ai pas fait attention. Comme le temps passe, on ne va pas aller voir pourquoi. Donc ça redémarre normalement automatiquement, ça met à jour ma base, ça met à jour mon code. Et du coup, quand je reviens ici, là maintenant, ça va fonctionner parce que j'ai un back. Et oui, on génère aussi une solution qui s'appelle Faker.js pour générer un jeu de données par défaut. Donc, alors on essaie d'être malin, c'est-à-dire que si vous avez mis une date, on met une date. Si on met une description, on met du texte bidon. On essaie d'être malin et d'avoir quelque chose qui correspond à ce que vous voulez. Évidemment, c'est que pour le dev. Hein. Pareil, on a une vision dev, une vision prod. Sur la vision dev, on vous fait comme ça des données par défaut, et derrière, c'est des CSV. Donc si vous les éditez, simplement, vous prenez un Excel, hein, parce que Excel, c'est vachement bien. Vous éditez avec Excel, et vous changez, et après, quand vous redémarrez, vous aurez la donnée. J'arrête de faire des blagues sur Microsoft. Donc là, ça m'a fait mon projet avec donc, des données de test, une base de données, du back et du front. Ah oui, j'ai oublié, je voulais juste remonter ici mon API, elle s'est mise à jour. On voit que dans Swagger, par exemple, si je vais dans catégorie, je peux faire un get all. Et si je teste, il va me donner voilà, un retour de mon endpoint rest, avec la sécurité aussi, parce que vous vous souvenez, on avait choisi une sécurité, donc là j'ai même mon header, j'ai tout qui était fait pour moi. Donc là pour bosser, je suis au taquet en tant que développeur web. Donc là, j'ai une application qui est responsive, avec tous les outils pour bosser en tant que développeur. Maintenant, je regarde l'heure, comme il reste 10 minutes, je vais essayer de passer sur la prod, parce que je fais un gros focus sur le dev, mais Gipster aussi un énorme focus sur la prod. Cette application-là, un truc facile à faire, alors, si mon clavier est revenu, un truc assez sympa qu'on peut faire, c'est un audit de perf. Vous allez voir que mon audit de perf, il n'est pas bon. Alors pourquoi est-ce que mon audit de perf n'est pas bon? Là, j'ai une application qui se recharge à chaud, où j'ai tout qui a été fait pour avoir une qualité pour les développeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de petits fichiers qui vont se mettre à jour à chaud dans tous les sens. C'est super pour développer. En prod, on doute que ça ne va pas être terrible. Donc il va mettre une note horrible. Voilà, performance 0. Normal, pour la prod, c'est pas bon. Pour le back, c'est la même chose. Là, j'ai un cache qui n'est pas terrible. Je suis en train de faire du dev. Hein. Pareil, je n'ai pas une vraie base de données de prod. Là, j'ai un H2. Bon, pour la prod, je ne conseille pas forcément d'aller sur H2. Donc, on a une très bonne solution pour le dev. On va voir que pour la prod, on a aussi tout qui est prévu pour nous. Et c'est aussi l'intérêt du projet. C'est-à-dire que souvent, quand vous démarrez un projet, vous ne pensez pas à la prod, parce que c'est dans longtemps. Et là, en fait, on l'a déjà pensé pour vous, donc ce n'est pas la peine d'y penser, ça va déjà être bien. Il y a plein de manières de passer en prod sur Gipster. Je suis en train de me réfléchir sur la manière la plus simple en 10 minutes. Je vais faire du Docker pour moins dépendre du réseau, parce que j'ai vu que le réseau n'avait pas l'air top. Donc, on va... Hop. Je vais juste lancer Docker, si... Parce que je ne l'ai pas encore lancé. Alors, ce que je vais montrer là, on a pareil, alors on supporte la plupart des clouds, donc évidemment Azure, hein, qui est clairement le meilleur cloud aujourd'hui, hein, pas à dire, mais on supporte évidemment aussi Google Cloud, on supporte Heroku, qui est honnêtement très bien, les deux sont très bien, on supporte Amazon, on supporte, je crois qu'il y a des choses, parce que je sais qu'on n'est pas loin de chez eux, on doit supporter Clever Cloud, correctement. Quentin, si tu m'entends... bref, on essaie de supporter tous les clouds. Là aussi, c'est là où on est heureux d'avoir toute une communauté qui nous aide, hein, pour que vous doutez bien que je ne peux pas tout faire. Et la chose principale aussi qu'on va supporter derrière, c'est Docker, parce que je dirais c'est la base de tout, et ça va me permettre de tout tester, de tout faire en local facilement. Alors, attendez, on va faire un petit... Ouais, ça c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire ici, donc j'ai fait une commande Maven. Donc, si j'avais utilisé Gradle, j'avais la même commande. Hein. Et on va utiliser quelque chose qui s'appelle Glib, donc un outil pour, on va dire, builder des layers Docker. Donc ce qu'on va générer ici, c'est une application complète, donc on aura une image Docker avec mon back et mon front. Avec Glib, donc c'est avec des couches différentes, ce qui fait qu'on va être très efficace quand on va vouloir régénérer l'application, on ne va pas refaire des grosses images bourrines avec tout dedans à chaque fois. Donc là, il y a un vrai travail comme ça de packaging et d'images Docker, j'allais dire, performantes et bien pensées. Et à côté de ça, on vous a déjà ici généré, attendez, je vais vous montrer, donc JB est là, on va vous générer aussi, ici dans Docker, on va générer un certain nombre de fichiers YAML. Donc ça, c'est des configurations Docker Compose. Vous vous souvenez, j'avais choisi MySQL en prod, donc j'ai une conf pour MySQL.
j'aurais choisi PostgreSQL ou MongoDB, vous vous doutez bien que j'aurais un fichier qui se serait appelé PostgreSQL.yaml ou MongoDB.yaml. Dans les options, je peux prendre Elasticsearch, j'aurais pris Elasticsearch, j'aurais eu un Elasticsearch.yaml. Donc tout est assez logique là-dedans. Et oui, au passage, ce n'est pas des configurations toutes simples. Vous voyez ici, on fait tout un travail sur les dates pour être en UTC partout, tout un travail sur les caractères pour être en UTF-8 partout. Enfin, il y a tout un travail aussi de qualité qui ne se voit pas à première vue. Et on vous génère aussi un fichier app.yaml, donc c'est notre application complète, où on a notre application à nous, qui est ici, plus la base de données qu'on a utilisée, ou si j'avais aussi choisi Elasticsearch ou d'autres choses, ou Kafka, j'aurais eu d'autres ici fichiers qui auraient été listés. Donc en fait, on vous a généré un fichier, une configuration Docker Compose avec tout dedans pour pouvoir tester en local. Je suis en train de voir que mon build prend un peu de temps, parce qu'en fait, j'ai dû laisser le build par défaut, donc on passe tous les tests. Ah oui, on passe tous les tests, voilà. Donc forcément, tout à l'heure, je disais, voilà, on a des tests back et front. Ça prend forcément du temps de tout passer. En fait, c'est surtout, je vois beaucoup de gens qui critiquent le Java, le plus lent et ce qui prend le plus de RAM, c'est clairement le front, en fait. C'est Node.js, clairement le pire. Mais bon, voilà, on est en train d'y arriver. Ça va me générer donc une application. On va lancer tout de suite. Hop, Docker Compose. Elle est dans src main docker app.yaml. Hop, -d, voilà. Donc ça va me lancer le... Oh, attendez, est-ce que je l'ai bien arrêté? Est-ce que je ne voudrais pas avoir des conflits de port? J'ai dû tout arrêter, oui, c'est bon. Marquez lui, on n'en a plus trop besoin. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus rien qui tourne. Donc ça m'a lancé mon application, voilà. Ça m'a lancé MySQL, ça m'a lancé mon application front. Alors c'est un MySQL vierge. Vous vous souvenez qu'on générait la configuration pour la base de données? Ah oui, on utilise pour ça une solution qui s'appelle Liquibase. Liquibase, ça permet de versionner la base de données, de faire des montées de version. Donc là, c'est Liquibase qui va agir sur l'application et qui va faire elle-même les montées de version. Donc là, comme la base est vide, c'est pas dur, hein. Elle va la populer. Simplement là, comme on est en prod, c'est pas la même configuration que tout à l'heure. Vous vous souvenez, j'avais des données par défaut. En prod, on ne veut pas de données par défaut. Donc là, ça va être vide. Et bon, espérons que c'est démarré. Maintenant, j'allais sur 80-80. J'ai la même appli que tout à l'heure, mais tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais un petit bandeau qui disait dev. Là, je ne l'ai plus. Déjà, c'est bon signe. C'est qu'a priori, je suis en prod. Pareil, mes entités, quand je vais dessus, là, je suis sur MySQL, donc là, pour l'instant, elles sont vides. Hein. Je peux en créer une nouvelle. Hein. Je vais faire... Tiens, c'était codeur, on va faire hello. Et hello, parce que je ne suis pas très original. Donc là, j'ai ma vraie base de données de prod. D'ailleurs, si je vais ici dans else, si je vais database, on va voir que c'est un MySQL qui tourne. Et cette application, donc vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais fait un test de perf qui était très mauvais parce que j'étais en version dev. Là, je vais aller faire le même test en version prod, et on va espérer qu'on ait été meilleur sur la prod. Alors, c'est un test qui teste surtout l'application Angular, si elle était bien packagée. Côté back, on a aussi fait tout un travail. Ça fait penser... Voilà, déjà, vous voyez, on est beaucoup mieux, 87 en performance, 100 en SEO, etc. Une des choses qu'on n'a pas nickel là, et c'est normal, c'est qu'on n'est pas en HTTP2 avec du SSL. En fait, on génère tout. C'est aussi la partie truc sympa. On vous génère un certificat SSL au démarrage, on génère toute la conf en HTTP2. Simplement, c'est pas ce qu'on met par défaut, parce qu'on sait que ça va un peu inquiéter les gens au début. Parce que vous savez, quand vous connectez, le certificat il est auto-signé, donc là, il y aura des alertes de navigateur. Donc on ne l'a pas mis par défaut, mais c'est extrêmement facile à faire. Et le certificat est déjà auto-généré, tout est déjà prêt pour bosser. Je peux vous le montrer. Tiens, sur le package.json, un truc sympa. On voit qu'ici, tout à l'heure j'ai fait start, j'ai aussi start TLS. Donc là, je me connecte sur le port SSL et je peux tout tester. Donc voilà, donc on voit bien que là, en termes de perf, on n'est pas du tout au même niveau que tout à l'heure, c'est normal. On a une vision de dev, où on fait tout pour que le développeur soit performant et efficace, et une version prod, où là on a une vision performance d'application pour l'utilisateur final, et pas pour le développeur, bien sûr. Ça me fait penser, on a aussi des différences en termes de sécurité. Tout à l'heure, j'avais Swagger qui était par défaut, vous vous souvenez, pour voir les API REST. Là, il n'y est plus. Parce qu'on trouve... Ah si, il y est. Ah, parce que je suis admin, peut-être. Ah, pour moi, il n'y était pas. C'est l'onglet base de données qui est... Ah.
Alors, il y a quelqu'un, oui, pardon, je répète pour l'enregistrement. Donc, les bases de données IEPA, ça, c'est normal. Tout à l'heure, j'étais en H2. Oui, c'est vrai que je l'ai arrêté, on ne peut pas les voir. Tout à l'heure, j'étais en H2 et on pouvait carrément aller voir la base de données directement. On pouvait aller voir les tables. Là, comme je suis avec MySQL, on ne peut plus. Enfin, il faudrait lancer un MySQL Workbench. Mais j'aurais cru qu'aussi Swagger n'y était pas. Il faudrait que je vérifie. On est peut-être. Alors, remarquez, c'est un bon. Comme il reste 5 minutes, c'est une bonne transition pour la suite. Ce qu'on voit là aussi, c'est que je ne connais pas forcément tout sur Gipster. Alors, là, je me trompe peut-être, mais peut-être quelqu'un a trouvé que finalement c'était bien d'avoir, enfin l'équipe a trouvé que c'était peut-être bien d'avoir Swagger en prod. J'en sais rien, hein, franchement, il faut aller regarder. Pour moi, c'était pas une bonne idée. Et ça a changé, peut-être. Il faudrait voir s'il n'y a pas eu un bug. Ce qui est intéressant à voir sur le projet, c'est qu'on est une énorme équipe. On est aujourd'hui dans l'équipe principale. Si je vais tout en bas, on ne se met pas en avant. Il faut nous voir, il faut un peu chercher. Ça, c'est l'équipe principale. Donc, les 3 leads, dont moi, donc nous, on est admin de tout. Je ne sais plus combien, 25 autres personnes facilement, eux, ont les droits d'écriture sur tout. Donc, par exemple, la différence, c'est que, par exemple, les bug bounty, par exemple, pour verser de l'argent, il n'y a que les leads qui ont le droit. Par contre, eux, ils ont tout le droit en commit. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ont le droit de commit. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, on est à plus de 500 contributeurs, donc il y a énormément de gens qui ont contribué. Donc il y a beaucoup de décisions qui vont se faire de manière collégiale. Ce n'est pas moi qui dirige, hein, clairement. Alors déjà, ce que je ne pourrais pas sur certaines technos, hein, je sais pas, il y a des décisions sur Angular, moi je ne suis pas très bon en Angular. Je fais confiance aux gens. Tout à l'heure, tout ce qui était Gib pour Docker, pareil, je ne suis pas le meilleur, je fais confiance aux gens. Bon, la partie Azure, là, normalement, c'est mon truc. Mais ça dépend, ou Spring, c'est mon truc. Mais ça dépend des gens, donc je vais être loin de tout suivre. Et beaucoup de décisions sont faites comme ça, de cette manière-là. Donc, si vous contribuez au projet, c'est la meilleure manière pour vous de l'orienter, on va dire, vers ce qui vous paraît le mieux. Et aussi, en tant qu'utilisateur, il y a des décisions qui vont être prises pour vous. Après, il faut faire confiance à la communauté, mais on peut penser que ces gens-là, qui travaillent, déjà qui sont beaucoup et qui se mettent tous d'accord et qui sont tous très compétents, on va dire, on peut espérer qu'ils prennent les bonnes décisions. Mais moi, vraiment, si vous voulez utiliser le projet, je vous encourage aussi à participer, ne serait-ce qu'en créant des bugs. Oui, alors, sur GitHub, pareil, on essaye de suivre les tickets, on a toujours trop d'ouverts. Hein. Mais voilà, si vous avez... C'est la première contribution la plus facile, hein, vous trouvez un bug, il y en a tout le temps. Hein. Si ça tombe, là j'en ai trouvé un d'ailleurs, vous voyez sur Swagger, ça tombe, j'en ai trouvé un. Vous mettez un ticket, et c'est déjà une bonne manière de démarrer. Il n'y a pas de mauvais tickets. Si, il y a des mauvais tickets. C'est les gens qui mettent un ticket avec « ouais, ça ne marche pas », et puis pas de détails. Par contre, si vous contribuez au projet, vous allez voir qu'on fait tout pour vous aider. Je voyais, il y a tout un truc pour tout un choix. Donc là, je vais faire une issue. Je vais en faire une. J'ai tout un template avec plein d'exemples. En fait, tout est fait déjà pour vous guider si vous voulez contribuer. Et après, c'est un truc qui est très important pour l'équipe. Et d'ailleurs, je pense qu'avec Codeur en scène, c'est le cas aussi. On a un code of conduct. Je pense que vous en avez un aussi. Oui. Et ça, donc, nous, on l'a mis très très tôt. J'embête tout le monde pour en mettre maintenant. Je suis très chiant avec ça. Et chez Microsoft, c'est super important. Donc ça tombe bien. Moi, je faisais ça avant d'être chez Microsoft. Hein. Donc là, je suis content d'être dans un employeur qui pousse beaucoup ça. Le code of conduct, il a d'abord un vrai intérêt, c'est de dire si jamais vous êtes, on va dire, alors je ne vais pas dire harcelé sexuellement sur Gipster, ça serait quand même, enfin, on ne sait-on jamais. Hein. Mais en tout cas, si vous avez un problème, vous avez un moyen de remonter le problème. Mais ça, c'est l'origine du code of conduct. Mais la deuxième chose aussi qu'on dit, c'est, on va dire, voilà, on va être welcoming. Si vous venez, on va tout faire pour vous aider. Et c'est bête, mais juste le faire de l'écrire, je ne pense pas qu'avant on était spécialement méchant avec les gens. Mais depuis qu'on l'a écrit, que quand les gens viendraient, qu'on serait constructif, etc., le fait de l'écrire et de s'engager fait que le projet aujourd'hui, depuis qu'on l'a mis, franchement, est bien plus sympa pour les gens qui contribuent. Donc ça, si vous intéresse de venir sur le projet, il ne faut pas hésiter. Il y a ce code de conduite qui est là normalement pour vous protéger, et aussi pour nous comme guide. Il ne faut pas hésiter si quelqu'un est pas sympa, à le remonter. Y compris moi, des fois on n'est pas toujours, des fois on a une mauvaise journée. Et en tout cas, nous on s'engage à essayer d'accueillir le mieux possible les nouveaux contributeurs. Et voilà, moi je suis très sensible. Je pense que c'est l'une des grosses clés du succès du projet. C'est qu'on a une communauté qui, entre autres grâce à ça, accueille les gens et fait les choses de manière positive. Ce n'est pas le cas dans toutes les communautés. Il y en a beaucoup qui se disputent. Franchement, nous, c'est jamais le cas. Il n'y a jamais eu de dispute.
ce qui est quand même très très cool quand on voit le nombre de personnes. Je vois que mon temps est écoulé. Si vous voulez jouer à Gipster, si vous voulez discuter de Gipster, si vous voulez contribuer, il y a le stand de Microsoft, bon, j'y suis jusqu'en fin de journée. Et puis, ah oui, sinon, n'oubliez pas, il y a toujours Twitter. Moi, c'est @JulienDubois. Et Gipster, ah oui, pour ceux qui sont des anciens de Gipster, on a un nouveau handle Twitter sur Gipster. On a le @Gipster. Attendez, on va faire Twitter. Voilà. On n'appuie pas longtemps le @Gipster, donc c'est encore mieux. Avant, on avait @Java_hipster et j'avais peur qu'Oracle nous fasse un procès parce qu'on avait Java dans le titre. Et du coup, on a le vrai maintenant. Voilà. Voilà, bah, écoutez, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à venir au stand de Microsoft. Voilà. Merci beaucoup. Merci Julien. Au revoir.